Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes député européen, vice-président exécutif du parti Reconquête, président de groupe au Conseil régional de Normandie. Et vous revenez d'un déplacement en Arménie mené avec le sénateur Stéphane Ravier. On va parler de ce déplacement évidemment et du symbole que vous souhaitiez porter à ce voyage. Mais d'abord, actualité oblige, on va revenir sur les déclarations d'Emmanuel Macron hier. Hier, Emmanuel Macron s'est exprimé hier soir devant les Français. Et il a réaffirmé, lui, son soutien matériel aux Ukrainiens. Écoutez. Et donc on travaille en ce moment à la livraison de canons César additionnels. On en a livré 18. On est en train de travailler à la livraison de 6 canons additionnels avec le Danemark. Ce qu'on fait en même temps, et ce qu'on va livrer, ça ne dépend de personne d'autre que de nous, ce sont des radars, des systèmes et des missiles pour les protéger justement de ces attaques. Des radars et des systèmes avec des missiles antiaériens, en particulier pour les protéger des attaques de drones et des attaques de missiles. Et donc ça, c'est ce que nous allons faire dans les prochaines semaines. Et en parallèle, on livre, mais également nous formons. Alors, on livre des canons César déjà, et puis on livre ces radars, on livre ces missiles antiaériens, et on forme. Mais Nicolas Bay, la question c'est à quel moment, quelle est la limite avec la co-belligérance ? À la limite de la co-belligérance, parce qu'évidemment, quand on entend Emmanuel Macron, il nous explique avec un certain nombre de détails techniques le soutien militaire de la France à l'Ukraine, c'est-à-dire un parti pris total dans ce conflit. Évidemment, on peut déplorer ce conflit, on peut déplorer aussi l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais est-ce que le rôle de la France sur la scène internationale c'est pas davantage l'action diplomatique pour mettre fin à ce conflit plutôt que de s'insérer aux côtés d'un des deux belligérants. Tout le monde a bien compris que aussi critiquable que soit l'intervention russe en Ukraine, elle est le résultat aussi de l'attitude assez irresponsable de certains qui ont passé leur temps à brandir la perspective d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, et finalement, on s'est retrouvé un peu dans la situation de l'affaire des missiles de Cuba dans les années 60, c'est-à-dire les Américains qui, pour des raisons qu'on peut parfaitement comprendre, n'acceptaient pas d'avoir des missiles à tête nucléaire russes à Cuba, c'est-à-dire à quelques dizaines de kilomètres des côtes de la Floride. Dans son étranger et proche. on a failli aboutir à un conflit nucléaire mondial. Bon, la Russie, de manière assez similaire, finalement, n'accepte pas qu'un certain nombre de pays limitrophes, qui faisaient partie de l'empire de l'URSS autrefois, apparaissent de plus en plus comme des pays hostiles avec le soutien militaire des États-Unis ou de l'OTAN. Voilà, ça c'est le constat et qui a abouti à ce conflit. Ensuite, les accords de Minsk n'ont jamais été respectés, sans doute pas pleinement par la Russie, mais pas non plus par l'Ukraine. Et rien n'a été fait, notamment par Emmanuel Macron, puisque la France était partie prise à ces discussions, pour faire respecter les accords de Minsk. Donc il y a eu une défaillance diplomatique avant, et les propos d'Emmanuel Macron hier montrent qu'il y a une défaillance diplomatique après. C'est-à-dire on a renoncé à faire de la diplomatie, on a renoncé à peser sur la scène mondiale, et ce qui est très grave, c'est que si la France ne pesait plus sur la scène mondiale, mais que collectivement les nations européennes pesaient dans la discussion diplomatique, via l'Union européenne, par exemple, on pourrait se dire que le travail est fait. Mais ça n'est pas le cas. L'Union européenne est un nain géopolitique, incapable d'exister de quelque manière que ce soit, à part dans l'outrance et dans l'invective. On voit que Mme von der Leyen multiplie des déclarations pro-ukrainiennes et anti-russes qui ne font qu'alimenter le conflit au lieu de tenter de le résoudre. Et donc, si la France, au lieu de tenir sa position diplomatique avec une voix qui reste malgré tout écoutée et attendue sur la scène mondiale, prend la même ligne que les institutions européennes, il est à craindre que ce conflit entre la Russie et l'Ukraine perdure. Il est à craindre qu'il perdure, mais surtout, est-ce que nous devons craindre nous-mêmes le fait que la France entre définitivement dans cette guerre, soit emportée dans cette guerre ? Vous l'avez dit, la France aujourd'hui ne joue plus de rôle diplomatique, mais est-ce qu'elle risque de jouer un rôle purement guerrier ? Le risque, c'est évidemment que la Russie considère que la France est un belligérant aux côtés de l'Ukraine. Et tout ça, on voit bien que ça n'est pas très maîtrisé parce que, quand même pas oublier que la France, de manière limitée mais significative quand même, et un certain nombre d'autres pays européens continuent de dépendre massivement à l'approche de l'hiver du gaz provenant de Russie. Par conséquent, on n'est pas non plus en situation de mener un bras de fer dans n'importe quelle condition.
Voilà, donc on voit pas bien l'intérêt d'apporter quelques canons, quelques dispositifs anti-missiles à l'Ukraine. En tout cas, ça répond pas aux intérêts de la France, et c'est sans doute pas ça qui est de nature à mettre fin au conflit. Alors Nicolas, on reste sur la scène internationale. Vous revenez d'Arménie, tout juste. Vous y étiez avec Stéphane Ravier. Pourquoi avez-vous décidé d'aller en Arménie ? D'abord parce que l'Arménie est un pays ami, allié de la France historiquement. On a en France une communauté arménienne, ou en tout cas une communauté de Français d'origine arménienne très importante, qui est d'ailleurs une démonstration éclatante et quotidienne pour les Français d'une intégration, d'une assimilation parfaitement réussie, par différence avec des ressortissants dans d'autres pays et d'autres cultures. Pourquoi ? Précisément parce que l'Arménie est le premier pays chrétien au monde et que nous avons une civilisation en commun, une civilisation partagée. Et le lien entre la France et l'Arménie est ancien, et vient notamment du fait que l'Arménie a terriblement souffert dans son histoire, avec en particulier la volonté, depuis toujours en réalité, de l'Empire turc d'éliminer le peuple arménien et d'anéantir l'Arménie en tant que pays. Et ça s'était exprimé en 1915 avec le génocide qui a fait 1 500 000 morts, hommes, femmes et enfants, de la part de la Turquie. J'ai eu l'occasion avec Stéphane Ravier donc, de me rendre, en effet, pendant 3 jours en Arménie. Nous avons été à Erevan, justement pour rendre hommage aux victimes du génocide, et surtout nous sommes rendus au cimetière militaire où on voit aujourd'hui des tombes de jeunes hommes, de gamins même, de 18 ou 19 ans, morts au combat il y a quelques jours ou il y a quelques mois pour défendre leur pays. Et c'est une guerre dont on parle peu, et l'objectif que nous avions avec Stéphane Ravier, c'est évidemment de mettre en lumière ce qui se passe en Arménie. Qu'est-ce qui se passe en Arménie ? C'est simple, c'est un pays de 3 millions d'habitants, pays chrétien de 3 millions d'habitants, pris en tenaille entre la Turquie musulmane, 90 millions d'habitants, et l'Azerbaïdjan, qui est sous tutelle turque, en réalité, qui est un pays inféodé à la Turquie, pays musulman de 10 millions d'habitants, dictature d'ailleurs, et ce pays, conteste en permanence, remet en cause en permanence l'intégrité territoriale de l'Arménie, multiplie les attaques militaires contre l'Arménie, multiplie les invasions ou les tentatives d'invasion, notamment sur le Haut-Karabakh. Et aujourd'hui, les Arméniens défendent leur pays, défendent leur terre, et ils le payent au prix du sang, puisque nous nous sommes rendus à Goris ou à Vardenis, dans les villages limitrophes, on a des habitations qui sont entièrement détruites il y a quelques jours. Il y a quelques jours, une famille de paysans ont eu leur maison pilonnée à l'artillerie lourde pendant la nuit. Ils ont tout juste eu le temps de s'échapper, et ils ont donc échappé à la mort de très peu, mais leur maison a été entièrement détruite. Voilà. Et ça, c'est quotidien en Arménie. Et ça suscite c'est ça qui est choquant, ça suscite une forme d'indifférence sur la scène internationale. Personne n'en parle. Mais comment vous l'expliquez, Nicolas Beck ? Comment vous expliquez, notamment de la part de notre président, qui a eu une prise de parole vis-à-vis de l'Arménie, certes, mais tellement peu de faits et gestes, finalement, concrets, quand on compare avec ce qui se passe pour la scène ukrainienne. Comment vous l'expliquez, ce silence assourdissant ? Je crois que malheureusement, il y a plusieurs éléments. D'abord, on s'est habitué en quelque sorte à l'idée qu'il y ait en Arménie des attaques incessantes de l'Azerbaïdjan, et finalement, on assiste à des molles protestations à chaque fois qu'il y a des nouvelles attaques militaires. Mais surtout, et c'est beaucoup plus grave, en réalité, il y a derrière tout ça une forme de complaisance à l'égard à la fois de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, et ça s'est exprimé très clairement ces dernières semaines. Madame von der Leyen, comme présidente de la Commission européenne, s'est rendue à Bakou et a annoncé des contrats mirobolants au bénéfice de l'Azerbaïdjan pour se défaire de la dépendance au gaz russe et donc acheter du gaz azéri. On voit bien que les postures morales dans lesquelles elle se drape pour justifier de ne plus acheter de gaz à la Russie, on pourrait comprendre. Au nom de nos valeurs, des principes de liberté. Au nom de prétendues valeurs, c'est quand même la géométrie variable, puisque du coup, on va l'acheter à l'Azerbaïdjan sans poser aucune condition à ce pays de respect de l'intégrité territoriale de l'Arménie, et de respect du peuple arménien. Donc on voit bien que derrière, finalement, l'absence de protestation, le silence assourdissant sur les crimes, y compris des crimes de guerre, et pas seulement les actions militaires, les crimes de guerre contre des civils délibérément commis par les Azéris contre l'Arménie, finalement, on voit bien qu'il y a de la part des institutions européennes mais aussi d'un certain nombre de chefs d'État comme Emmanuel Macron, finalement, on laisse faire, on préfère avoir de bonnes relations avec l'Azerbaïdjan pour lui acheter du gaz,
et on laisse le peuple arménien mourir. Alors, mais Nicolas Bay, je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin. Oui. Nous sommes élevés avec Stéphane Ravier. Oui, mais sur ce sujet, justement, donc on comprend complaisance vis-à-vis de l'Azerbaïdjan, tandis que, on va dire, opposition frontale et radicale vis-à-vis de la Russie. Pourtant, là, l'un et l'autre pouvaient nous vendre du gaz. On a décidé de se tourner vers l'Azerbaïdjan, alors que pour l'autre, au nom des valeurs, il ne fallait pas le faire. Mais pourquoi, au fond, pourquoi avoir favorisé l'Azerbaïdjan plutôt que la Russie comme partenaire commercial? Ça, c'est une bonne question, d'autant plus que tous les experts disent que les volumes, les réserves de gaz en Azerbaïdjan sont minimes, enfin ne sont pas suffisants en tout cas, pour comment dire, nous défaire de la dépendance au gaz russe. Et de surcroît, une bonne partie des stocks de gaz d'Azerbaïdjan sont captés en amont par la Turquie essentiellement, et donc il ne restera que des miettes pour l'Europe. Bon. Mais derrière tout ça, on voit bien qu'il y a aussi une complaisance à l'égard de la Turquie, parce que le pays de tutelle de l'Azerbaïdjan, c'est la Turquie. Oui. La Turquie qui a touché en 20 ans 50 milliards d'euros de la part des institutions européennes, c'est-à-dire l'argent des Français et des contribuables des autres pays européens. C'est-à-dire entre les fonds, la Banque européenne d'investissement, les fonds de préadhésion, les fonds prétendument pour contrôler l'immigration, ce que la Turquie ne fait pas d'ailleurs, eh bien, on verse des sommes astronomiques à la Turquie. Et derrière tout ça, il y a finalement une forme de complaisance à l'égard d'un islam politique radical, et on n'est pas capable de définir nos alliances sur la scène internationale, et c'est très grave, parce que ce sont les pays qui sont à nos portes. Ce sont les pays qui constituent une sorte de ceinture autour de l'Europe, et donc là, plus qu'ailleurs, il faudrait être capable de distinguer ceux qui sont nos alliés, nos amis, ceux qui partagent la même vision civilisationnelle, et ce dont ça n'est pas le cas. Et à l'évidence, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il y a l'Arménie qui est un grand pays chrétien qui a le même socle, ou une partie des mêmes sources civilisationnelles que nous, alors que l'Azerbaïdjan n'a absolument rien à voir, ni dans son histoire, ni par sa culture, ni par sa religion dominante, avec les nations d'Europe. Mais étrangement, c'est pas le choix qui a été fait par l'Union européenne. Encore une question, puisque vous parlez de nos alliés, de nos amis, qui d'autres que de plus belles alliés, normalement, officiellement, que nos amis américains. Et en ce moment, justement, nous achetons le gaz liquéfié aux États-Unis. Bruno Le Maire est revenu sur la scène pour négocier le prix de ce gaz, parce que, il faut le dire, le gaz liquéfié américain a augmenté, était passé de 28 à 45% de nos importations, mais le prix a également explosé. Et à tel point que même les Allemands se sont indignés des prix astronomiques de la part de nos pays amis, je le cite. Alors, comment comprendre que nos amis américains, ici, finalement, ne nous tendent pas les bras comme nous le faisons vis-à-vis d'eux? Parce que les Américains défendent leurs intérêts en toutes circonstances, et ils le font d'ailleurs assez habilement. Mais nous faisons preuve de naïveté et de cécité. Quand nous avons mis en place en 2014, c'est-à-dire il y a 8 ans, les sanctions contre la Russie, c'était à la demande des Américains. Le résultat, c'est que ça a pénalisé notamment notre agriculture européenne, puisque ces sanctions contre la Russie ont abouti à des embargos sur un certain nombre de nos produits en mesure de rétorsion, ce qui était inévitable de la part de la Russie. Et bien, dans le même temps, pendant cette période où on a réduit les volumes commerciaux entre l'Europe et la Russie, les États-Unis ont augmenté leur volume commercial avec la Russie. Donc on voit bien qu'à chaque fois qu'ils nous placent sous tutelle, qu'ils exigent de l'Europe une forme de docilité à l'égard de leurs intérêts, eh bien c'est précisément pour servir leurs ambitions à eux. Et sur le gaz, c'est exactement la même chose. On prétend se défaire d'un gaz russe qui n'est pas cher, on l'achète à l'Azerbaïdjan, on en parlait à l'instant, on l'achète au Qatar, ce qui est pour le moins contestable sur le plan moral, puisqu'on met de la morale partout aujourd'hui. Et dans le même temps, eh bien, on a les Américains qui veulent nous vendre le GNL, le gaz de schiste, à des prix absolument exorbitants. Et ils peuvent nous le vendre à ces prix exorbitants si on est en situation de pénurie et si nos canaux d'approvisionnement d'un gaz pas cher n'existent plus. Voilà. Et si les canaux d'approvisionnement du gaz pas cher n'existent plus, c'est aussi largement du fait de l'attitude des États-Unis. C'est-à-dire, là, vous parlez des gazoducs en particulier ou pas? Oui, bien sûr. Le fait que les États-Unis aient poussé incontestablement à ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, incontestablement, même si la responsabilité finale de la Russie est totale dans la choix d'envahir l'Ukraine. Mais on voit bien que les États-Unis de Joe Biden, que c'est toujours les démocrates américains d'ailleurs qui font les guerres
et rarement les républicains. On a vu que Trump avait observé une position isolationniste, assumé l'isolationnisme dont il s'était engagé. Et là, il propose d'ailleurs de se faire l'intermédiaire dans les négociations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Trump, pendant son mandat, n'a ouvert aucun nouveau conflit et a retiré les troupes américaines d'un certain nombre de théâtres d'opération où elles n'avaient plus d'utilité. C'est lui qui a fait le choix de sortir de l'Afghanistan, c'est lui qui a fait le choix de quitter l'Irak, c'est lui qui a fait le choix de quitter la Syrie pour laisser le champ libre, en quelque sorte, face aux milices islamistes là-bas, à la Russie. Et je dirais même, il a été jusqu'à aplanir ou en tout cas améliorer les relations avec la Corée du Nord, ce qui était assez méritoire et ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait été capable de faire. Donc, incontestablement, quand on voit aujourd'hui que les démocrates ont poussé au conflit et qu'ensuite, eh bien, ils profitent de ce conflit pour servir leurs intérêts économiques, eh bien, ça devrait nous interroger, évidemment, sur la capacité de l'Europe à se défaire enfin de cette espèce de tutelle américaine. On devrait enfin être capable de servir nos intérêts, ce que, évidemment, ne font pas les institutions européennes. Les institutions européennes ne servent pas les intérêts collectifs des nations d'Europe, elles aboutissent à leur impuissance collective. Ce que font pas les institutions européennes, et ce que ne font pas non plus ni les politiques, la majorité des politiques en France, et même les médias. On n'entend aucune remise en question aujourd'hui de notre allié américain ou même des jeux de scène de Ursula von der Leyen. Oui, mais je pense d'ailleurs que ces questions géopolitiques sont assez complexes, rarement expliquées en détail sur les chaînes d'information continue. On nous explique toutes les journées quand il fait chaud l'été, qu'il fait froid l'hiver, qu'on a fait peur aux Français au-delà du raisonnable sur les questions liées au Covid et à la crise sanitaire, mais en revanche sur des enjeux absolument majeurs qui touchent à notre indépendance, à notre sécurité sur la scène mondiale et à nos capacités d'approvisionnement énergétique, ce qui est évidemment fondamental, eh bien, on occulte délibérément les débats les plus essentiels. Donc, c'est quand même dommage. Donc, voilà, c'est à nous, élus de l'opposition, de Reconquête, avec Éric Zemmour, et sans doute d'autres d'ailleurs, eh bien, d'expliquer ces enjeux qui sont absolument majeurs. Voilà, c'était le sens de notre déplacement avec Stéphane Ravier en Arménie, de mettre un peu le focus sur ce qui se passe dans ce pays. Mais il est certain qu'aujourd'hui, sur les questions d'énergie en particulier, la France doit enfin être capable de produire pas cher son énergie, c'est l'énergie électrique et donc l'énergie nucléaire. On a démoli notre filière nucléaire pendant des décennies, Emmanuel Macron en tête avec la fermeture de Fessenheim, et on doit être capable d'approvisionner l'énergie qu'on ne peut pas produire nous-mêmes de manière sécurisée, et donc nos alliances doivent être définies en fonction de cet objectif-là. Et il est évident que avoir fait une espèce de guerre froide à la Russie pendant des années, non seulement aboutit sans doute à contribuer au conflit avec l'Ukraine aujourd'hui, mais surtout nous fragilise considérablement sur le plan de notre indépendance et de nos capacités d'approvisionnement énergétique. Et Nicolas Bay, pour conclure, on va parler de vos alliés, mais sur la scène nationale, enfin potentiels alliés, puisque je dis ça, je pense à l'Union des droites, qui était beaucoup l'étendard d'Éric Zemmour. Et puis là, il y a un sondage qui est passé. Il se trouve que finalement, après les élections en Italie, donc cette coalition de droite derrière Giorgia Meloni, eh bien, une étude de Cluster 17 pour Le Point montre que l'Union des droites est de plus en plus plébiscitée et reconnu, voulu, alors par l'électorat d'Éric Zemmour, ça c'est pas très surprenant, mais également beaucoup par l'électorat de Marine Le Pen. Donc pour les gens se disant de droite sur une échelle de 0 à 10 à 8, eh bien, et plus, toutes ces personnes-là sont à 80% pour l'Union des droites. Et même chez les électeurs de Valérie Pécresse, on a quand même 48% des électeurs qui se disent favorables à une union des droites. Vous croyez que finalement l'élection de Giorgia Meloni aide les Français à penser cette union ? Oui, alors, et on ne peut pas transposer totalement la situation, le fonctionnement politique de l'Italie avec celui de la France, c'est assez différent. Mais ce qui est certain, c'est bon. D'abord, Lénine disait que l'union est un combat. Je me permets de citer Lénine. De courtoisie, c'est peut-être un peu apprécié. Mais tout le monde a compris que c'était pas pour en faire ma doctrine, bien sûr. Mais je pense que c'est vrai que l'union est un combat, et Éric Zemmour a eu l'immense mérite dans cette campagne présidentielle d'essayer de poser les fondations de ce rassemblement de droite.
et d'ailleurs de s'entourer de personnalités issues aussi bien des Républicains comme Guillaume Pelletier que du Rassemblement national comme Marion Maréchal moi-même ou Stéphane Ravier. Et ce qui est certain, c'est que le Rassemblement, le peuple de droite le veut, et les partis, ou certains partis en tout cas, se comportant souvent comme des boutiquiers, n'en veulent pas, parce qu'ils défendent leurs intérêts. Et tout le monde a compris que le Rassemblement national est certes une force politique électorale importante, c'est incontestable, mais tout le monde a compris aussi que c'est un parti qui est totalement enclavé et qui ne gagnera jamais seul. Tout le monde, sauf peut-être les dirigeants de ce parti, et c'est ce que je regrette, et c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de le quitter et de rejoindre Éric Zemmour, et je pense que la gauche est capable, même minoritaire dans notre pays, de nouer des alliances pour soit exercer le pouvoir, soit avoir un pouvoir d'influence considérable. On voit que la gauche aujourd'hui continue bien souvent d'obtenir des victoires idéologiques, même quand elle est rejetée massivement par les Français dans les urnes. Et la droite, c'est le contraire. Elle est sans doute majoritaire dans le pays, mais incapable de se rassembler, incapable de s'unir. Des considérations de boutique l'emportant souvent sur l'intérêt général et l'intérêt national, eh bien, elle se retrouve isolée ou en tout cas dans l'opposition. Et malgré tout, vous avez bon espoir pour l'avenir ? Oui, je pense que ce rassemblement, il finira par exister, il finira par voir le jour. Et je pense que l'Italie en est un bon exemple. Je conclurai là-dessus très rapidement. Giorgia Meloni, c'est à la fois la clarté dans les convictions, une ligne civilisationnelle assumée, une ligne économique de droite favorable à la liberté d'entreprendre contre l'assistanat, l'étatisme et la démagogie, et une ligne conservatrice assumée contre les délires et les dérives sociétales, la propagande LGBT. Et bien, ça correspond exactement à notre ligne à nous. Cette fermeté, c'est ce qui a été payant, c'est ce qui lui a permis de rassembler dans le cadre de la coalition Centrodestra avec Forza Italia de Berlusconi et la Lega de Matteo Salvini, qui sont devenus des petites forces d'appoint, en quelque sorte, pour Giorgia Meloni. Donc, à la fois la fermeté sur la ligne politique, assumée comme étant de droite civilisationnelle, on pourrait dire, et le rassemblement comme stratégie, eh bien, ce sont les deux conditions de la victoire. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Bay, je rappelle vice-président exécutif de Reconquête. Vous revenez d'Arménie, vous dénoncez le silence assourdissant autour de ce qui se passe en Arménie et au contraire la complaisance vis-à-vis de la Turquie ou de l'Azerbaïdjan. Merci encore. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.